Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser un petit peu ce qui s'est passé cette semaine en crypto. Ça fait un peu plus de 16 jours que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Il est temps de refaire un point, il s'est passé beaucoup de choses. Le marché se crash, c'est un truc de malade. Le Bitcoin est passé sous les 80K. On a ETH qui flirte avec son support des 2140 et qui pourrait très bien le casser vers le bas. Il faut qu'on en parle. Est-ce que tout le monde est en train de se faire plumer ou est-ce que c'est une des dernières opportunités avant que tout explose? Regardons tout ça en détail. Je voudrais vraiment insister, moi ma première analyse en tout cas c'est ça, c'est cette dualité du marché, beaucoup de signaux positifs et pourtant rien ne va dans le bon sens. Alors, pourquoi rien ne va dans le bon sens? On a pas mal d'événements qui font que les gens perdent confiance, les gens perdent patience et à la base, en plus, on était déjà dans un marché qui commençait à baisser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, c'est à cause de Bybit. Bybit s'est fait hacker 1,4 milliard de dollars qui ont été pris sur un exchange centralisé par les Nord-Coréens, le groupe Lazarus. Effectivement, c'est ça qui a tout provoqué. Pas du tout. On était déjà en baisse sur fond de guerre, donc de tout ce qui est droit de douane, etc., guerre économique avec les États-Unis et quasiment tout le reste du monde, sur fond de guerre de l'intelligence artificielle entre les États-Unis et la Chine, sur fond de le dollar US d'ailleurs qui se porte plutôt bien, des choses comme ça, énormément de choses qui font que la crypto, ça va pas fort, tout simplement. Tous les marchés se sont crashés. On n'est pas que dans la crypto, dans les marchés traditionnels aussi, donc c'est normal que ça aille vers le bas, même si on a beaucoup de signaux positifs. Donc effectivement, bon, Bybit, ça n'a pas aidé. Les gens, voilà, ils perdent confiance, ils perdent patience dans tout ce qui est centralisé, dans tout ce qui est aussi sécurité des marchés, les choses comme ça. On se dit, voilà, qui est le prochain en fait? Qui est le prochain? Si Bybit, il peut se faire hack, en plus, ils ont été hack, à première vue, c'est Safe qui s'est fait hack. Safe, c'est ce qui gère leur multisig, leur wallet multisig, donc leur portefeuille. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Ça pourrait arriver à n'importe quel exchange centralisé. D'avoir un petit peu, voilà, ils font du social engineering, là, comment est-ce qu'ils appellent ça, les Nord-Coréens, là. Ils arrivent à bien manipuler les gens. Est-ce que d'autres personnes, est-ce que d'autres protocoles, est-ce que d'autres contrats, en fait, qu'on a sur la blockchain pourraient se voir hacker aussi? Si c'est pas Bybit, en fait, et si le problème c'était pas Bybit, c'était Safe, on en a combien qui sont à risque maintenant? Donc effectivement, voilà, Bitcoin a chuté. Déjà, c'était en train de chuter, mais donc ça a tout accéléré encore, c'est un catalyseur. Les liquidations ont suivi, les traders paniquent, les gens n'ont plus confiance, quoi. Donc, bien évidemment, moi, je pourrais vous refaire un petit topo sur, voilà, l'importance et la décentralisation. Tu vois, on en parle souvent sur ma chaîne. L'importance, c'est le self-custody, etc. Not your keys, not your coins, etc. Au bout d'un moment, bon, voilà, les gens, s'ils écoutent pas et qu'ils mettent pas en place les conseils qu'on leur donne, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi? La décentralisation, le monde décentralisé, la blockchain, etc. À la base, c'était ça. Mais les gens, voilà, ils préfèrent confier cette sécurité, déléguer, en fait, tout ça à quelqu'un qui, d'ailleurs, justement, centralise, pas seulement donc les données, etc., mais centralise aussi l'argent dans un seul wallet. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein? C'est le choix des gens, et puis c'est normal que ça se fasse pirater, qu'on ait des événements comme Bybit, comme FTX et compagnie. C'est tout, mais voilà, la question maintenant, c'est que les gens, ils se disent plutôt, quel sera le prochain, quoi. T'imagines, t'as des gens, ils venaient de récupérer les fonds de FTX, et ils les mettent dans Bybit. Et Bybit se fait hack. Alors, heureusement, Bybit, il a couvert, etc., les pertes, mais t'imagines le truc, quoi. Les gens, ils ont toujours pas compris, en fait, qu'il y avait des gros risques avec tout ce qui était centralisé, les exchanges centralisés, quoi. Bon, voilà. Ça n'aide pas, effectivement, donc, pour la santé du marché, même si on a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. D'ailleurs, Binance, autre exchange centralisé, a remis les USD, il a relancé les USD sur son exchange. Est-ce que c'est pas un peu risqué, tu vois, de réouvrir les dépôts et les retraits en dollars? Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce que la SEC, donc US, ils ont pas encore lâché Binance. Et Binance, ils recommencent à mettre des USD. Ok, c'est sympa. C'est positif pour moi, tu vois, je vois le retour de la liquidité, encore plus de liquidité sur le marché US, tu vois, plus de facilité pour réintégrer des investisseurs institutionnels qui sont actuellement plus sur Coinbase, etc., voilà, qui leur donnent plus de choix. C'est un signal fort aussi pour Binance qui montre qu'ils sont toujours debout, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, derrière les rideaux? Est-ce qu'il y a eu un deal avec les régulateurs ou quoi? Parce que s'il n'y a pas eu, ça fait peur. Surtout avec tout ce qu'on a sous Trump, en fait, actuellement, on ne sait jamais dans quel sens ça va aller. On va avoir bientôt un sommet à la Maison-Blanche, là, par Trump, qui a annoncé ça à la dernière minute d'ailleurs. Qu'est-ce que ça va annoncer? Plus de régulation ou pas? Tu vois? Est-ce que c'est un piège pour
récupérer un max de thunes aussi le plus rapidement possible, là où tout s'écrase, tu vois, on sait pas. Et Binance, voilà, c'est le plus gros exchange centralisé. C'est mon préféré personnellement aussi, mais ça me fait peur aussi, parce qu'à l'époque, on avait déjà vu ça aussi. FTX, ils se sentaient intouchables à l'époque. Là, Binance, s'il n'y a pas de deal avec les régulateurs et qu'ils relancent les USD, tu vois, bah t'as l'impression de revivre la même chose encore une fois. Et te dire, ok, ils se sentent intouchables, ils relancent les USD, ils font ça voilà, sans autorisation, etc. À la fin, ça va se crasher encore, quoi. Donc bon, c'est un peu terrible. Si c'est une vraie réouverture, c'est un game changer, effectivement, c'est très positif, mais si c'est une fausse porte de sortie, bah là, les fonds US, ils sont en danger, les fonds US sur Binance. Les US, c'est le plus gros marché, quoi. Donc restez prudents, faites gaffe à vous. De toute façon, moi, encore une fois, not your keys, not your coins, machin chose, voilà. Binance, je l'aime bien. Ils font beaucoup pour la décentralisation. En tant qu'exchange centralisé, ça fait quand même plaisir, mais c'est pas pour ça que je me méfonds dessus. Voilà. D'ailleurs, en parlant de risques, on a eu aussi énormément de rug pull sur les meme coins. La dernière fois, on avait parlé du coin de Libra, l'Argentine, on avait parlé de CAR, là, de Centrafrican République, là, République centrafricaine, on dit en français. Cette semaine, c'était quoi? C'était le token, c'est XYZ de Kenny. Alors, j'ai pas trop suivi le truc, j'ai juste suivi le début, et après, du coup, je me suis dit, ok, ça je regarde pas parce que ça va être une grosse arnaque encore, mais ils ont raconté que Kenny West, il a vendu son compte X pour 17 millions de dollars. Des escrocs qui récupèrent le compte. Ce sont des escrocs, des scammers connus qui ont acheté ça et qui veulent lancer un meme coin derrière en utilisant son image. Tu vois, en lançant une illusion de projet officiel. Qu'est-ce qu'on a? Bah forcément un rug pull. Non mais c'est bête, la mécanique c'est toujours la même chose. De toute façon, ça fait des mois et des mois et des mois que j'en parle sur cette chaîne depuis que j'ai lancé la chaîne. Mais les personnalités et les célébrités qui lancent des tokens, en règle générale, ça se passe pas bien. Même quand on a des gens comme Trump qui le font, ça se passe pas bien. Donc enfin, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. On associe une célébrité à un token, ou bien alors une célébrité lance vraiment son token. Ça lui donne une légitimité. On a une hype qui est démesurée sur X, sur Telegram, sur Discord. Qu'est-ce qui se passe? On a les insiders et les snipers qui rentrent en masse dessus et qui vantent pendant que les gogoles, les investisseurs, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Pas des gogoles, mais les acheteurs naïfs, voilà, les naïfs, ceux qui croient que c'est ma star préférée, voilà, du coup ça va marcher, eux ils s'entassent, quoi. Et une fois que le sommet il est atteint, une fois qu'on se dit ok, là, c'est suffisant, ça sera rentable, on est bien, ils vendent, le prix s'effondre. On est vraiment passé d'un marché où on avait des célébrités qui pumpaient des tokens, généralement parfois même des bons tokens, des bons meme coins, tu vois, qui backaient en fait des choses, qui collaient à un idéal, à un marché où elles sont les tokens et où ça se passe jamais bien. Mais derrière tout ça, en fait, la logique, elle est la même que dans le hack de Bybit, en fait. Les escrocs, ils s'attaquent pas seulement aux plateformes, ils viennent vous vider vos poches, prendre votre argent, que ça soit dans le wallet de Bybit, que ça soit sur les pump.fun, tu vois, les trucs comme ça, sur Solana, ou sur Base, ou d'autres, ou Arbitrum, etc. Comment est-ce qu'il s'appelle la dernière sur laquelle on est là? J'ai oublié le nom, j'ai un vieux trou de mémoire d'un coup, on mettra au montage. Ou d'autres encore. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, et puis vous êtes les exit liquidity, quoi. Il y a que les vieux holders comme moi qui, je fais des meme coins aussi, mais actuellement, voilà, je faisais plus de short sur Hyperliquid que autre chose, parce que c'est devenu n'importe quoi ces dernières semaines, ces derniers mois, quoi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? On a eu Pain, alors très très bon meme coin, j'aime beaucoup cette personne, je l'ai rencontré en vrai dans la vie réelle, en vrai dans la vraie vie, quoi. C'était quand? En octobre de l'année dernière, à Dubaï. Personne formidable. C'est vraiment bien, c'est vraiment un bon token, l'idée est bonne, l'idéologie derrière elle est bonne, etc. La personne qui a géré ça, elle est bonne. Ça, c'est vraiment une personnalité qui a bien fait les choses. Mais la même chose, insiders, snipers. C'est toujours comme ça maintenant. De toute façon, sur tous les trucs de personnalité, il y a plus rien d'autre en fait, tu vois. C'est bien, le gars il a verrouillé ses tokens, c'est-à-dire à peu près 50% de l'offre en circulation pour 20 ans, donc il en profitera peut-être jamais. Le gars il veut vraiment laisser, c'est une bonne personne encore une fois, il veut laisser quelque chose de positif au monde pour quand lui sera plus là, tu vois, il dit bon j'ai 80 ans, de toute façon voilà quoi, c'est pas l'argent qui va changer quelque chose, et puis bon il a cette notoriété maintenant et compagnie qui lui a rendu la vie un petit peu plus belle quoi. D'ailleurs, ça faisait quand même un beau pied de nez à la base, en fait, au scam habituel avec les fondateurs qui promettent de pas toucher au fond avant de disparaître avant. Là, il a locké, ça se voit sur la blockchain. J'aime bien les gens qui lockent les trucs, les liquidités qui sont bloquées, vraiment verrouillées sur
les pools de liquidité, les choses comme ça, j'aime toujours. On a pas mal de gens qui lancent des tokens, surtout les célébrités, où le truc il est pas lock, et ça se passe pas très bien, quoi. Voilà. Et après, bon voilà, ils lancent le token, énorme pré-sell. Alors la pré-sell, ça c'est très bien, et ça a été rentable pour la plupart des gens qui ont acheté un pré-sell. Ça c'est bien, c'était une bonne idée aussi. D'ailleurs, 80% des investisseurs ont été remboursés pour rata de ce qu'ils avaient mis parce que il y avait trop justement dans la pré-sell. Ça aussi, ça a renforcé la confiance, etc. C'était vraiment un bon projet. Mais il y a eu le lancement. Bah là, c'est Insiders et surtout Snipers qui font ce qu'ils font d'habitude, quoi. Désastre. Le truc, il a explosé d'un coup. Tout le monde s'est jeté dessus, bien évidemment, comme d'habitude. Et on monte à 2,2 milliards de dollars de market cap. Mais les snipers, ils vendent tout. En 10 minutes, tu perds 92%. Voilà. On est passé de 2,2 milliards à 160 millions. Donc divisé par 13 en 10-15 minutes, quoi. Et voilà, tu peux rien dans un marché comme ça, tu peux rien faire, quoi. Tout le monde joue en plus avec des outils qui sont très puissants maintenant, les bots, etc. Même moi, j'en utilise. Enfin, on s'amuse, quoi, mais c'est mauvais, quoi. On a perdu un truc, quoi. Donc perte de confiance, forcément. On a perdu la confiance, je pense, malgré cette belle image et ce beau projet. Et franchement, beaucoup de gens, je pense qu'ils sont allés dans celui-là parce qu'ils pensaient que ça serait un qui roleplay pas. Et malheureusement, Sniper et bot. Donc voilà, encore une belle aventure cette semaine qui a bien piqué, même si maintenant que ça a chuté, ça reste, je pense, un bon token, mais il fallait pas le prendre à la sortie, effectivement. En pré-sell, c'était très bien aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine? Le Pi Network. Pi Network, j'en ai fait toute une vidéo sur la chaîne en anglais avec Théo, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà vu sur mes autres chaînes avant, quand j'étais dans l'import-export ou des choses comme ça. Projet bizarre, un projet scammy. J'aime pas beaucoup Pi. Peut-être que je vous inviterai plutôt à aller regarder cette vidéo sur tout ce que j'ai raconté, mais le market cap qu'il visait à la base était absurde. L'idée d'avoir un prix pour ce token entre 50 et 70 dollars comme beaucoup l'annonçaient, ça ne faisait pas de sens parce qu'on serait arrivé à une TVL qui serait concurrente par exemple à des TVL comme celle de TH. Ça faisait pas de sens pour un projet qui a rien en fait derrière. Elle a rien. Les gens, ils font quoi? Ils appuient sur un bouton tous les jours et ils regardent des pubs pour donner de l'argent aux fondateurs. Ils font leur KYC justement aussi peut-être pour avoir des pubs plus ciblées. C'est bien. Ou bien pour revendre vos données derrière, j'en sais rien. Et ça faisait pas de sens d'avoir juste un token qui fait rien d'autre que ça et d'arriver à une TVL aussi grosse. Les gens, ils visaient, 140 milliards de market cap. Mais pourquoi? Impossible. Donc forcément, les holders, après 6 ans d'attente et d'espoir et de relance presque quotidienne, de harcèlement, j'ai envie de dire, pour faire leur KYC, ces gens-là qui rêvaient d'avoir tout d'un coup des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans leur portefeuille parce qu'ils ont fait ça et tous les jours ils sont connectés, tous les jours ils ont regardé les vieilles pubs, ils ont fait leur KYC, etc. Au final, ils se retrouvent avec un token qui fait une grosse chute et qui est tombé au 1 dollar juste au lancement, voire 60 centimes, je pense, le lendemain. Après, ça a monté un petit peu, mais au final, voilà, on est loin de ce qui était annoncé. Ils annoncent sur leur site, c'était quoi, genre 314 dollars. Voilà. Mais c'était inévitable. T'as eu tous ces tokens qui sont offerts, cette adoption qui est vraiment proche de zéro, bien évidemment. T'as des endroits, je sais pas si tu connais les sites, l'application plutôt, Map of Pi, je crois que ça s'appelle Map of Pi, sur lesquels tu peux voir aussi tous les endroits dans le monde où les gens ils pouvaient l'utiliser. Quand c'est encore en circuit fermé, pas mal de gens utilisaient Pi pour acheter et vendre des trucs, que ce soit du thé au lait, du boba tea à Taïwan, que ce soit faire des courses ou des trucs comme ça au Vietnam, etc., surtout en Asie du Sud-Est, quoi. C'était pas mal, mais voilà, à part ça, au niveau d'apps d'ailleurs, on n'avait pas énormément et on n'a eu aucun listing sérieux non plus à la sortie. On a même justement Bybit, avant qu'il se fasse hacker, qui disait c'est un scam, le fondateur Bunjo qui disait c'est un scam, on listera pas, quoi. Donc voilà, la probabilité que ça se passe bien, on en avait parlé donc nous avant que ça sorte, était plutôt faible et voilà, on a eu ce qu'on a mérité en fait, pour ceux qui étaient dans le projet. Donc voilà, encore une fois, la leçon à retirer ici, c'est la hype ne remplace pas les fondamentaux. Quand on vous dit faites vos propres recherches, c'est pas aller regarder toutes les vidéos des gens qui hype le projet. Mettez-vous pas dans les groupes du projet justement des gens qui ont des bags et qui sont en train de chill leurs bags pour vous dire ok j'ai fait mes recherches.
Pas du tout. Il faut aller regarder tout ce qui est fondamental derrière. Qu'est-ce que c'est la TVL? Est-ce que c'est possible d'arriver à ce prix-là? Techniquement parlant, est-ce qu'on a vraiment ce nombre d'utilisateurs? Est-ce que ça fait sens par rapport au nombre de personnes qu'on a sur les réseaux sociaux? Non. Est-ce que ça fait sens par rapport à ce qu'on a pu analyser on-chain avant que d'ailleurs ils suppriment des trucs? D'ailleurs, après, au début, ils disaient on avait 60 millions d'utilisateurs. Ensuite, ils n'en ont plus parlé du tout quand les gens ils ont commencé à douter de ça. Et ils sont partis dans l'idée, ah non, on en a 10, 12 millions qui sont KYC. Ils sont restés sur l'idée des KYC après. Enfin bon, des choses comme ça. C'était fishy. Et puis de toute façon, juste jamais parler du projet et juste parler du KYC tous les jours et toucher les gens à KYC et puis leur donner, c'est du marketing, c'était violent quoi. Leur dire, t'as jusqu'à telle date pour le faire. Ok, je te donne une extension, t'as jusqu'à telle date pour le faire. Ok, je te donne un délai de grâce, t'as jusqu'à telle date pour le faire. Ok, on a une extension du délai de grâce, t'as jusqu'à telle date pour le faire. Et à chaque fois, rebalancer en push pour mettre la pression pour que les gens fassent leur KYC, tu vois, c'était un peu violent, quoi. Donc voilà, ça fait sens aussi que ça ait fait un petit flop au lancement. Mais c'est dommage parce que c'était un des premiers vrais projets qui a aidé à la masse adoption, c'était le premier vrai tap to earn, etc. Il y a beaucoup de choses positives, je sais pas, mais si le projet était bien, l'équipe qui a géré ça était pas bonne, je pense. Enfin, bon voilà, parlons plus de paille, j'en parle beaucoup. ça m'énerve ce projet. J'adore la communauté est géniale. L'idéologie derrière était vraiment pas mal. Mais alors l'équipe, voilà, j'aime pas. Faut dire les choses aussi quand on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine? Bah voilà, après, je te disais tout au début avec Babit, tout ce qui était géopolitique, macroéconomie et compagnie. Est-ce qu'on va vraiment avoir une fin de la guerre maintenant qui va nous aider à remonter, à retourner et à revalider tout ça, tu vois? Si la guerre s'arrête, si tout ce qui est macroéconomie et géopolitique en fait se calme, c'est énorme pour la crypto. Quand tu vois les institutions qui prennent du Bitcoin, quand tu vois World Liberty Financial de Trump qui se coupe, qui récupère énormément de TH, etc. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Tu sais que s'il y a une tension qui est en train de monter et que ça va exploser à la hausse. Mais il faut que, j'ai envie de dire, les États-Unis se remettent à imprimer de l'argent et il faut que ces tensions se calment. Et si ça se passe, retour des capitaux sur Bitcoin et actifs risqués, ça va exploser. Mais si ça se passe pas, on va continuer à souffrir et à saigner, comme on dit en anglais, un bleed, tranquillement, jusqu'à Bitcoin qui va descendre jusqu'à 70, ETH qui pourrait descendre aussi jusqu'à 1500, 1000 éventuellement avant de péter et de faire sur les 3-4 prochaines années un x10, x50 quoi. Faut attendre que ce marché se calme et que les gens, voilà, enfin encore une fois c'est que les US ils impriment de l'argent, des trucs comme ça et là ça pourrait être vraiment juste énorme. On va voir ce qui va se passer le 7 mars avec ce Crypto Summit là que Trump nous a annoncé. On va voir comment avance aussi tout ce qui est RWA, tout ce qui est tokenisation, j'entendais aussi, parce que ça aussi ça va être énorme pour la masse adoption, l'adoption de masse, je sais pas comment on dit en français. Mais on a vu Hong Kong aussi cette semaine qui voulait tokeniser l'or. On a beaucoup de plus en plus BlackRock qui parle de plus en plus fréquemment aussi de tout ce qui est tokenisation, immobilier et compagnie sur ETH. Enfin, tout ça, ça peut avoir un impact énorme au niveau de tout ce qui est investissement institutionnel et compagnie sur notamment Bitcoin et Ethereum. Et si Ethereum décolle, la DeFi reprend. Donc c'est pas la alt season qui reprend. Les gens ils aiment bien la alt season, c'est pour demain, non. Mais énormément effectivement de trucs qui sont dans la DeFi et basés sur ETH peuvent exploser et Bitcoin peut réexploser aussi. Alors cette fois-ci, je pense que Ethereum va prendre les devants et va rattraper aussi son retard qu'on a aussi au niveau du ratio ETH-BTC. Mais voilà, j'adore les RWA, quand ça démarre aussi, ça va être énorme quoi. Voilà, au niveau macroéconomique et géopolitique pour refaire un point plus précis là-dessus, à part ce qu'on avait dit en intro. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine vite fait? On pourrait terminer sur les IA et puis Apple. Au niveau des IA, on a eu la sortie de Grok 3. Grok 3 qui va tuer Google à première vue avec son outil de recherche. J'adore parce que je fais une recherche, ça me fouille une 150 pages web en 10 minutes alors qu'avant je devais passer des heures pour faire mes recherches. Grok 3 c'est une révolution, un deep search, j'adore. Je sais pas si vous avez essayez. C'est énorme et ça peut être énorme aussi de lier ça à la crypto. On a un truc qui écrase la concurrence sur tous les benchmarks. C'est passionnant. Alors, c'est un peu flippant parfois, surtout quand il va fouiller dans les tweets des gens, mais c'est au niveau de tout ce qui est IA, et pour la narrative IA justement aussi, je pense que c'est fort. Le futur est vraiment, pour ceux qui utilisent l'intelligence artificielle en fait, pour ceux qui
qui savent la maîtriser. Dans la crypto, c'est énorme aussi. J'ai fait des vidéos là-dessus sur mes chaînes chinoises et anglaises, en testant aussi justement Grok pour analyser les marchés, analyser les tendances, donner aussi des explications s'il y a des thèmes, des choses que vous comprenez pas dans la crypto, etc. Très très bon prof, énorme. Et pour vos investissements, pour créer des bots, ou on parlait des bots tout à l'heure, des choses comme ça, grosse révolution. Et qu'est-ce qu'on a eu cette semaine aussi, donc pour la crypto, c'est très positif. Hein. L'IA, quand elle se développe comme ça, IA plus blockchain, hein, on a aussi tout ce qui est d'épines. On va pas rentrer dans les détails, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est forcément positif. Et ensuite, Apple. Alors Apple, cette semaine, on a eu surtout les trucs, problèmes de vie privée. Avec notamment au Royaume-Uni où ils ont dit que ils enlevaient tout ce qui était encryption pour les citoyens britanniques. Ça fait un petit peu flipper, c'est un bon rappel pour tout ce qui est décentralisation et crypto et ce monde dans lequel nous sommes. Je suis bien content d'y être avec vous parce que c'est flippant. Vivement qu'on ait beaucoup plus d'applications d'ailleurs et de téléphones comme on a le Saga 2 qui devrait sortir d'ici juin-juillet. On a le Jumbo là, comment est-ce qu'il est le gars, mon pote maintenant, je change beaucoup avec lui, que j'ai rencontré aussi à Dubaï. Je crois que c'est Jumbo sa société là, le coréen, excellent comme bonhomme. Je vous mettrai encore, ça va s'afficher, mais je pense que c'est ça, Jumbo Phone, J-A-M-B-O. Faut que je me commande d'ailleurs, je vais le noter. Et voilà, est-ce que la crypto, la blockchain, c'est pas un petit peu maintenant le refuge de ça? On va voir, parce que là c'est un peu flippant. Ouais. Tous, encore une fois, des entités centralisées, elles vous donnent ce risque en fait. C'est terrible de dire ça, mais c'est ça qui vous permet d'avoir ce risque d'être surveillé et à la merci d'un gouvernement quand il a envie de changer la loi tout simplement. On pourrait parler aussi de ce qui s'est passé pendant la guerre en France, etc. Mais tout d'un coup, on se dit on va suivre ces personnes-là, on va traquer ces personnes-là, on va recenser ces personnes-là. C'est flippant parce que du jour au lendemain, ça peut changer. Il suffit que la personne qui est à la tête du gouvernement, elle change et vous le voyez de toute façon avec Trump, les choses peuvent changer énormément. Donc voilà, le jeu a changé. Survivez ou faites-vous plumer, ça sera le mot de la fin. Ce qu'il faut retenir donc cette semaine, c'est que le marché est un cirque. Seuls les plus malins gagnent, que ce soit au niveau des meme coins, que ce soit au niveau de la stratégie globale, etc. Voilà. On retient aussi que si vous laissez votre argent sur un échange centralisé, vous êtes probablement la prochaine victime. Institutions et États sont en train de prendre la main et le pouvoir sur la crypto. C'est un peu triste de se dire ça, de se dire on attend le sommet de Trump le 7 mars pour en savoir plus où va aller la crypto. C'est presque un petit peu flippant parce qu'à la base c'est pas ça qui était prévu. Et du coup ça nous montre quelque chose qui sera le vrai mot de la fin. Le futur est hybride. On va avoir quelque chose de décentralisé. On va avoir le monde centralisé qui va être tokenisé dans ce monde décentralisé. On va avoir un mélange de tout ça avec de la régulation. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre. Est-ce qu'on pourrait avoir un vrai monde décentralisé? Je sais pas. Je vais pas partir dans mes trucs de philosophie et compagnie parce que sinon cette vidéo va être un petit peu longue, donc on va s'arrêter là. Restez éveillés, restez informés et surtout, vous faites pas pigeonner comme pas mal de monde quand même sur les 10 derniers jours. Et je sais pas si c'est vrai, mais il paraît que ne pas s'abonner à cette chaîne augmente tes chances de voir ton exchange préféré se faire hacker demain matin. Donc abonne-toi, sauf si t'es sur Hyperliquid, mais si t'es sur Hyperliquid, abonne-toi quand même, parce que t'es un gars bien. Merci, et au revoir.